Toi, tu as déjà rêvé de voyager dans le temps ? Tu préférerais aller dans le futur ou dans le passé ? Rudolph Fentz, lui, n'a pas choisi son époque, il s'est juste retrouvé à Times Square comme ça, ne reconnaissant plus rien du tout. Des gens avec des vêtements inhabituels, d'étranges machines bruyantes qu'il n'avait jamais vues avant, des lumières partout. Que s'était-il passé ? C'était l'été 1951, il était environ 23h15, quand des passants de Times Square ont remarqué un homme d'une vingtaine d'années qui était habillé à la mode de la fin du 19e siècle. Il avait l'air complètement perdu et n'avait visiblement aucune idée de comment il était arrivé sur cet impressionnant carrefour. D'où venait-il ? Personne ne l'a vu arriver, il est apparu de nulle part, comme par magie. Quand il s'est finalement mis à marcher, il a été renversé par une voiture qui l'a grièvement blessé et il n'a pas survécu. Plus tard, ses vêtements ont été inspectés et les choses suivantes ont été retrouvées dans ses poches. Un jeton en cuivre pour des boissons d'une valeur de 5 cents. Il portait le nom d'un restaurant que les gens du coin ne connaissaient pas. Une facture de soins de cheval et de lavage de calèche émis par une écurie de chevaux située sur Lexington Avenue. Il n'existait plus d'écurie à cette époque. 70$ en billets de banque anciens. Des cartes de visite au nom de Rudolph Fentz indiquant une adresse sur la 5e avenue. Une lettre envoyée à cet homme à la même adresse que celle de la carte de visite à Philadelphia, datée de juin 1876. Tous ces objets avaient un aspect neuf, pas comme s'ils existaient depuis près d'un siècle. L'affaire a été confiée au capitaine Hubert Verim, du bureau des personnes disparues de la police de New York. Il a retrouvé l'adresse indiquée sur la carte de visite, mais elle correspondait à un commerce dont le propriétaire n'avait jamais entendu parler de Rudolph Fentz. Le nom de Fentz n'était mentionné dans aucun registre. Ses empreintes digitales n'ont été retrouvées dans aucun dossier. Et personne n'avait signalé de disparition à la police d'une personne correspondant à ce nom ou à cette description. Cet homme avait-il de faux papiers sur lui ? Était-ce juste une blague qui a mal tourné ? Rim poursuivit son enquête et trouva finalement un Rudolph Fentz Jr. dans un annuaire téléphonique datant de 1939. Rim a interrogé les personnes qui vivaient à l'adresse indiquée et il apprit ainsi que Rudolph Fentz avait bien vécu ici et qu'il travaillait à proximité. Il avait pris sa retraite en 1940 puis avait déménagé. Le policier a retrouvé la veuve de Rudolph Fentz Jr. en Floride. Elle avait perdu son époux 5 ans auparavant. Elle a dit que son beau-père, Rudolph Fentz Sr., avait disparu en 1876 à l'âge de 29 ans. Il était juste sorti se promener un soir et personne ne l'a jamais revu. Les recherches n'avaient rien donné. Rim regarda les albums photos de la veuve et y trouva une photo de Fentz. Tu as deviné, l'homme sur la photo était bien l'étranger de Times Square. Toute cette histoire était très étrange et le capitaine Rim n'a trouvé aucune explication sensée. Il a décidé de ne pas mentionner ces détails dans son rapport officiel et l'affaire Rudolph Fentz n'a jamais été résolue. Cette histoire est ressortie à partir de 1972 quand elle a été mentionnée dans des livres et des articles comme une preuve de voyage dans le temps. En 2000, le magazine espagnol Masala a publié un article de 6 pages consacré à cette histoire incroyable. L'auteur de l'article était Carlos Canales. À cette époque, il avait écrit 2 livres sur les phénomènes paranormaux et le folklore. Un autre spécialiste du paranormal, Chris Obeck, s'est intéressé de près à cet article et a mené sa propre enquête. Il a étudié les magazines de l'époque et a trouvé des histoires similaires dans différents pays, de la Suède à la Norvège, en passant par l'Italie, l'Espagne et la France. Il a aussi remarqué qu'il n'y avait jamais de preuves solides confirmant les faits mentionnés et que les détails variaient selon chaque pays, se contredisant même parfois les uns les autres. Plus tard, il en vint à la conclusion que ces légendes avaient pour origine un article sur Fentz paru dans un numéro du Journal of Borderland Research datant de juin 1972, qui décrivait cette histoire comme réelle. Ce journal avait une réputation douteuse et son public cible était surtout des fans d'ovnis et d'événements paranormaux. Cet article faisait à son tour référence au livre de Ralph Holland, A Voice from the Gallery, paru en 1952. Chris Obeck pensa que c'était ce livre qui avait donné naissance à cette légende urbaine. Après qu'Obeck eut publié les résultats de son enquête dans le Akron Beacon Journal, il fut contacté par George Murphy, un fan de science-fiction, qui lui expliqua que la source originale de cette légende était en fait encore plus ancienne.
Ils ont ainsi découvert que cette légende s'inspirait d'une nouvelle écrite par Jack Finney en 1950 et publiée pour la première fois sous le titre I'm Scared en 1951. En 1952, elle intégra l'anthologie de science-fiction Tomorrow, The Stars. L'intrigue de cette nouvelle était en tout point identique à ce qui devint plus tard une légende urbaine, et le narrateur de l'histoire n'était autre que le capitaine Hubert Riem. Dès lors, l'histoire de Rudolph Fentz est devenue l'une des légendes urbaines les plus populaires des années 70, et elle est plus tard redevenue à la mode. Sa diffusion sur Internet dans les années 90 lui a donné une seconde vie. Elle fut de nouveau mentionnée comme un fait et une preuve irréfutable de l'existence des voyages dans le temps. C'est un bel exemple de la manière dont les légendes urbaines voient le jour. Les gens aiment les histoires inhabituelles et ils ont besoin d'y croire. Cela a toujours été ainsi, mais les progrès de la technologie ont facilité la diffusion de rumeurs et de faits non fondés sur Internet, atteignant ainsi des milliers de personnes. Un autre exemple de la naissance de légendes urbaines est la pièce radiophonique basée sur la guerre des mondes d'Orson Welles. En 1938, un peu avant Halloween, la chaîne de radio CBS a diffusé cette pièce. Dans le roman, l'action se déroule à Londres à la fin du 19e siècle. Mais les acteurs du Mercury Theatre ont décidé de transposer la même histoire dans le New Jersey en 1939. En fait, ils ont annoncé une invasion de la Terre par des Martiens. Un des acteurs a annoncé le début de la fiction à la radio, mais après ça, il y a eu la météo, puis un concert, et soudain la musique fut interrompue par un bulletin d'information selon lequel d'étranges éclairs avaient été observés sur Mars. Après ça, Orson Welles lui-même a fait un rapport en se faisant passer pour un certain Richard Pearson, un professeur renommé de Princeton. Il affirmait que la vie sur la planète rouge était impossible. Le concert avait repris, mais bientôt il était de nouveau interrompu par un autre bulletin d'information. Un journaliste de CBS rapportait l'atterrissage d'une soucoupe volante à Grover's Mill, dans le comté de Mercer. Plus tard, des témoins racontaient à la radio qu'une énorme machine de guerre s'échappait de la soucoupe et commençait à tout brûler sur son passage avec des rayons laser. On pouvait entendre le journaliste et d'autres témoins hurler, puis l'émission s'arrêtait net. Le professeur Pearson revenait ensuite à l'antenne pour parler du niveau de technologie des Martiens. Ensuite, le chef de la garde nationale annonçait l'état d'urgence dans les comtés de Mercer et de Middlesex et disait avoir envoyé 4 unités de la garde nationale du New Jersey pour évacuer les civils. Les armes terriennes étaient inutiles face aux extraterrestres. De nouvelles machines continuaient d'atterrir et détruisaient tout autour d'elles. Des dizaines de personnes tentaient de fuir les envahisseurs. Le secrétaire d'État aux Affaires intérieures, dont le nom n'était pas mentionné, s'est ensuite adressé à la nation. Le réseau radiophonique interdisait à quiconque de représenter le président Roosevelt, mais l'acteur parlait tout de même avec une voix très similaire. Ensuite, un autre journaliste intervenait. Il affirmait transmettre depuis le canon qui attaquait les Martiens. Les extraterrestres avaient alors utilisé des gaz toxiques et la liaison avait encore été coupée. Ce n'est que 40 minutes après le début du spectacle que le présentateur rappela aux auditeurs que les événements décrits n'étaient qu'une fiction. Après ça, le professeur Pearson annonça la fin de l'attaque extraterrestre. Leur invasion prit subitement fin car ils n'étaient pas immunisés contre les maladies terrestres. Et après 1 heure de spectacle, Orson Welles avait dévoilé son identité. Comme les journaux l'ont écrit plus tard, 6 millions de personnes ont écouté cette pièce en direct et la plupart d'entre elles y ont vraiment cru. Beaucoup d'entre elles n'avaient tout simplement pas entendu qu'il s'agissait d'une fiction avant le début du concert ou ils l'avaient oublié. Le Mercury Theatre n'avait aucun sponsor à l'époque et la pièce n'a donc été interrompue par aucune publicité. Après 40 minutes d'émission, quand le présentateur a rappelé à tout le monde que ce n'était qu'une pièce de théâtre, beaucoup de gens avaient déjà cessé d'écouter la radio pour faire leurs affaires et fuir vers l'ouest, ou étaient barricadés dans les sous-sols de leur maison. Il y a même des personnes qui se sont présentées au service de police pour offrir leur aide aux policiers afin de défendre la nation contre les envahisseurs. Les lignes téléphoniques étaient 5 fois plus occupées que d'habitude. Les embouteillages à New York, Trenton et Philadelphie faisaient presque 90 km de long. La police de New York a reçu plus de 2000 appels en l'espace de 15 minutes. Et la garde nationale du New Jersey a été mobilisée. Certaines personnes ont même affirmé qu'elles avaient vu les lumières clignotantes et senti l'odeur de gaz toxique. La pièce radiophonique a également été diffusée sur la côte ouest des États-Unis. Au moment culminant du spectacle, la centrale électrique de Washington a été mise hors service. Les auditeurs ont alors pensé qu'elle avait été détruite par les extraterrestres. Beaucoup d'entre eux ont ensuite intenté une action en justice contre la station de radio.
Toutes ont été rejetées, mais Orson Welles a insisté pour payer une compensation à un homme qui avait abîmé ses nouvelles chaussures en fuyant les Martiens. Oh mon Dieu! Et toi? Connais-tu d'autres légendes urbaines auxquelles les gens croient dur comme fer? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends avant de fuir les extraterrestres. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur la vidéo de gauche ou de droite et amuse-toi. Prends la vie côté sympa.